Dans la philosophie du droit, le châtiment, c'est la peine. Et cette peine, on l'a vu, obéit à une définition précise, à savoir l'infliction d'une souffrance ou d'un désagrément à une personne qui est présumée avoir enfreint la loi par une institution légalement autorisée à sanctionner en fonction de règles juridiquement établies. Et elle trouve typiquement sa concrétisation dans un procès au cours duquel un prévenu se présente devant un juge ou un jury qui décide des termes d'une éventuelle condamnation. Or, les deux dernières leçons ont montré que ce paradigme ne correspondait qu'à une fraction de ce que recouvre la réalité sociale du châtiment. En particulier, nombre de pratiques punitives de l'État ont lieu dans un cadre extrajudiciaire, comme on l'a vu. Elles sont notamment le fait de l'institution policière et pour certaines catégories de public. Et pour certaines catégories de public, elles représentent cette expérience de la répression par les forces de l'ordre, une expérience bien plus fréquente que celle de la répression par les représentants de la justice. Et quand bien même ils ont affaire au système judiciaire, le châtiment ne se manifeste pas seulement à travers la décision du juge ou du jury, mais se fractionne en une multitude de moments punitifs à toutes les étapes de la procédure, depuis la garde à vue dans le poste de police jusqu'au prononcé public de la peine. C'est ce que nous venons de voir. Dans le cas états-unien, il n'y a d'ailleurs pas même de procès, le plus souvent, puisque presque toutes les affaires sont réglées par le plaidé coupable, résultant d'une proposition du procureur à prendre ou à laisser pour l'avocat, ou s'il n'en a pas, par le prévenu. Dans le cas français, une évolution similaire, quoique de moindre ampleur, s'est produite, comme l'a montré Mireille Delmas-Marty ici même, le parquet ayant vu ses prérogatives étendues aux dépens des juges d'instruction et du siège par l'institution en 1958 de l'enquête préliminaire, qui court-circuite l'information judiciaire, par la création en 1999 de la composition pénale, qui permet de décider d'alternatives aux poursuites, et enfin l'introduction en 2004 de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est une forme de plaidé coupable. En somme, la définition du châtiment comme peine administrée par un juge dans le cadre d'un procès laisse échapper une grande part de ce qu'il est effectivement pour celles et ceux qui le subissent. Elle rend mal compte de leur expérience. Alors il y a un aspect de cette définition qui est rarement discuté tant il semble aller de soi, c'est le fait que la personne punie ait bien enfreint la loi, ou du moins qu'on en soit convaincu. Échappe ainsi à l'analyse la possibilité que soient sanctionnées des personnes innocentes, non par accident, mais en raison de la manière même dont fonctionne le système punitif. Cette possibilité, bien peu parmi les champions des politiques répressives seraient prêts à en défendre l'idée, puisque ce serait se prononcer pour une justice injuste, une justice qui punit des innocents. Et c'est pourtant un fait aussi général que méconnu. Il résulte de configurations très différentes, allant de l'erreur judiciaire à la détention provisoire, de l'enfermement des étrangers sans titre de séjour, à l'emprisonnement indéfini, sans procès, de l'impact des peines sur les proches, aux punitions collectives à un groupe, voire à une société tout entière, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Les erreurs judiciaires peuvent se produire d'une double manière, en exonérant un coupable ou en condamnant un innocent. Et c'est au second cas que je vais m'intéresser ici. Contrairement à la représentation qu'on pourrait s'en faire, à savoir celle d'une malencontreuse conjonction de circonstances, l'erreur judiciaire résulte souvent de logiques systémiques qui les favorisent. Comme le rappelle Clive Walker dans un ouvrage collectif intitulé Miscarriages of Justice, des erreurs judiciaires, les mécanismes qui génèrent ces erreurs peuvent résulter de l'enquête de police, du travail du parquet, du rôle des experts, de l'action de la défense, de la possibilité pour l'accusé de s'exprimer, du pouvoir des magistrats chargés de juger, de la procédure d'appel de la décision initiale et des modalités de réexamen des erreurs judiciaires. À chacun de ces niveaux, des failles peuvent intervenir, générant des possibilités qu'une personne innocente soit condamnée
parfois une peine lourde. Depuis l'affaire Calas, au XVIIIe siècle, au cours de laquelle un marchand huguenot fut accusé d'avoir étranglé son fils et sans preuve sur la seule base de rumeurs condamné à mort après avoir été soumis au supplice de la roue, affaire qui fournit à Voltaire la matière de son traité sur la tolérance, qui a été décisif dans la réhabilitation de la mémoire de Jean Calas, jusqu'à l'affaire d'Outreau, au début du XXIe siècle, qui donna lieu à la mise en examen de 18 adultes, pour la plupart placés en détention provisoire pendant plusieurs années, avant d'être, sauf 4 d'entre eux, disculpés, diverses erreurs judiciaires ont été reconnues en France. Cette reconnaissance demeure toutefois rare. En 3 décennies, entre 1990 et 2021, sur 3172 demandes de révision instruites, seules 57 ont fait l'objet d'annulation par la Cour de révision et de réexamen, qui a également, entre 2000 et 2021, reçu 57 de demandes de réexamen après des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme et qui ont rendu des avis favorables dans seulement 33 cas. Et parmi les révisions rejetées, on peut citer parmi les plus célèbres les affaires Dominici, Seznec et Omar Haddad. Aux États-Unis, le National Registry of Exoneration, le registre national des personnes disculpées, réalisé par 3 universités, faisait état au 1er janvier 2024 de 3 443 condamnés innocentés depuis 1989, donc un peu plus de 3 000, dont 91% de sexe masculin, pour un total d'un peu plus de 31 000 années injustement passées en prison, c'est-à-dire 31 000 années de vie perdue en lien avec des erreurs judiciaires. Mais selon plusieurs études, on estime environ à 5% des personnes incarcérées, soit 100 000 prisonniers, qui seraient innocents. On compte actuellement une moyenne de 170 personnes disculpées chaque année. Dans 53% des cas, les erreurs concernent des personnes noires, qui ne représentent pourtant que 13% de la population du pays et 37% de la population incarcérée. La surreprésentation afro-américaine en matière de condamnation de personnes innocentes est élevée dans le cas des homicides, 54%, et plus encore dans le cas des agressions sexuelles, 60%. Le biais racial des erreurs judiciaires aux États-Unis s'ajoute donc au biais racial de toute la chaîne pénale, depuis la production des lois jusqu'aux décisions de justice, en passant par l'action policière. Mais au-delà de la dimension raciale, le système pénal joue un rôle important dans la production de condamnations d'innocents à travers la procédure que j'ai déjà évoquée du plea bargaining, du plaidé coupable, qui incite les personnes à reconnaître les faits dont elles sont accusées pour bénéficier d'une peine proposée par le procureur qui est moindre que celle qui pourrait leur être imposée si leur culpabilité était retenue par un jury. Dans ces conditions aux États-Unis, plus de 95% des personnes condamnées, des personnes qui sont en prison, plus de 95% le sont par plaidé coupable au terme d'une négociation avec le procureur, autrement dit, sans procès. Et c'est même 97% dans les affaires qui relèvent de la justice fédérale. Autrement dit, 5% seulement au niveau des États et 3% seulement au niveau de la justice fédérale ont bénéficié de procès. Cette pratique, devenue de plus en plus fréquente donc au fil des années, est pourtant contraire au 6e amendement de la Constitution des États-Unis qui assure que, je cite, « Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial. » Moins d'une affaire sur 20, donc, donne lieu à une telle procédure démocratique. L'issue des 19 autres se joue dans le bureau du procureur sans que ni l'avocat de la défense, ni même le juge, qui statue formellement ensuite, n'aient guère leur mot à dire. Un élément à favoriser cette évolution, c'est l'instauration du Mandatory Minimum Sentencing, c'est-à-dire des peines planchers, pour un grand nombre d'infractions, notamment liées aux stupéfiants et la possession d'armes. Car si le procureur ne peut guère modifier la peine qui est prescrite, il peut en revanche modifier l'infraction en proposant une qualification moins sérieuse. Par exemple, en réduisant une accusation de meurtre avec préméditation, qui est passible d'un emprisonnement à vie, en homicide volontaire, pour lequel la peine de prison ne dépasse pas en principe 10 ans. Il n'est ainsi pas rare que des innocents plaident coupables. D'après les données du Registre national des personnes disculpées, qui le sont souvent après de longues années
d'incarcération, 15% d'entre elles avaient été convaincues de reconnaître leur culpabilité, alors que donc elles ont été prouvées innocentes, ce qui rendait ensuite très difficile leur démarche pour convaincre l'administration judiciaire de leur innocence et faire ouvrir leur dossier, puisqu'elles s'étaient déclarées elles-mêmes coupables. Ada Joan Taylor, accusée à l'âge de 26 ans de faire partie d'un groupe de 6 personnes qui avaient violé et tué une femme de 68 ans dans le Nebraska, explique ainsi qu'alors qu'elle souffrait de troubles mentaux et n'avait aucune idée de ce dont elle était inculpée, avait fini par accepter de plaider coupable car on l'avait assuré qu'elle échapperait ainsi à la peine capitale et serait condamnée à moins de 15 ans d'emprisonnement. Le juge prononça en réalité une peine de 10 à 40 ans et elle fut libérée au bout de 19, mais seulement après que son innocence avait été établie. De nombreux avocats et plusieurs associations sont engagés dans des actions visant à établir que les personnes ont été condamnées à tort. C'est le cas de l'Innocence Project, une organisation non gouvernementale née en 1992. En 3 décennies, parmi plus de 65 000 lettres reçues demandant des révisions de dossiers, elle a pu disculper 249 personnes qui avaient passé un total de 3 874 années en prison alors qu'elles n'étaient pas coupables de ce dont on les accusait. 1 sur 10 parmi elles étaient même condamnées à mort. L'âge moyen lors de leur incarcération était de 27 ans et lors de leur libération après disculpation, 44 ans. Le séjour en prison non justifié était donc en moyenne de 17 ans, mais dans certains cas, il pouvait être plus du double. Dans 202 de ces affaires, soit plus de 8 sur 10, c'est grâce au test ADN que l'innocence avait pu être établie. Un cas exemplaire de ce type d'erreur concerne Malcolm Alexander, un homme noir de 20 ans, résidant en Louisiane, accusé du viol d'une femme blanche de 39 ans et condamné en 1980 à la prison à vie, sans possibilité de libération. La victime, à qui la photo de l'homme avait d'abord été présentée parmi d'autres, ne l'avait pas reconnu. Mais la même photo lui fut montrée à nouveau quelques mois plus tard et elle indiqua qu'il pouvait s'agir du coupable, bien qu'elle ait déclaré ne quasiment pas l'avoir vu durant son agression car il se tenait derrière elle en la menaçant avec une arme de poing. Lors du procès, le détective affirma toutefois qu'elle avait formellement identifié l'homme qui l'avait attaqué. Malgré l'existence de prélèvements gynécologiques réalisés après le viol et de poils pubiens retrouvés sur les lieux du crime, aucun examen ne fut demandé par le procureur ou par l'avocat. Ce dernier ne fit pratiquement rien pour défendre son client, ne cherchant même pas à savoir s'il avait un alibi le jour du viol. Et du reste, sa négligence ayant été attestée dans plusieurs autres cas, il fut plus tard radié du barreau. Il ne fallut que 56 minutes au jury pour se prononcer sur la culpabilité et une peine de prison à perpétuité fut donc décidée par le juge. 16 années après sa condamnation, Malcolm Alexander apprit qu'il était possible de réaliser des tests ADN et sollicita l'aide de l'Innocence Project pour en faire pratiquer. Il apprit alors que les preuves matérielles avaient été détruites, le dossier étant considéré comme définitivement clos. 8 ans plus tard, l'homme renouvela pourtant sa demande à la faveur d'une nouvelle loi et fit une requête en habeas corpus. Il fallut encore 9 années supplémentaires pour que le laboratoire criminel local retrouve les poils pubiens de l'agresseur et 3 de plus pour qu'il fasse l'objet d'un examen biologique, établissant ainsi l'absence de correspondance avec le profil génétique de Malcolm Alexander. Une réouverture du dossier fut ordonnée et après 38 ans passés derrière les barreaux, l'homme retrouva la liberté. La réparation financière qu'il demanda alors lui fut refusée par un juge qui considéra qu'il n'avait pas fait la preuve de son innocence. La procédure en appel fut examinée 6 années après sa sortie de prison et le 21 juin 2023, il obtint enfin une compensation financière pour les presque 4 décennies de détention injustifiée. Cette affaire révèle les nombreux et fréquents dysfonctionnements du système pénal, une accumulation de négligence dans l'examen des preuves, une reconnaissance hasardeuse par la victime, une enquête de police expéditive, un mensonge du procureur, une défense incompétente. Encore Malcolm Alexander a-t-il pu faire reconnaître son innocence, ce qui est rarement le cas. On pourrait certes observer que toute activité humaine peut être entachée d'erreurs et qu'il n'est donc pas étonnant que ce soit aussi le cas de la justice. Mais l'appareil punitif peut s'avérer particulièrement propice à ce qui ne relève alors plus de l'erreur, mais d'un mélange d'incurie, de corruption et de perversion.
Dans un contexte de populisme pénal, le fait que les procureurs aux États-Unis, les juges, les shérifs et parfois même les commissaires soient élus dans de nombreux États conduit à une surenchère punitive qui favorise la condamnation d'innocents. La recherche de taux élevés d'élucidation des affaires avec les primes qui l'accompagnent amène certains policiers à faire accuser à tort des personnes en exerçant sur de faux témoins des pressions, soit sous la forme de gratification, soit sous la forme de menaces. Le cas récent le plus notoire concerne un détective célèbre du NYPD, le New York Police Department, dont on a découvert que nombre d'affaires qu'il avait supposément résolues en faisant condamner les coupables présumés étaient en réalité montées de toutes pièces grâce à de faux témoignages. Au moins 20 cas, correspondant à un total de 400 années de prison, ont donné lieu à disculpation avec plus de 100 millions de dollars de réparation pour les victimes, et d'autres dossiers font toujours l'objet d'investigations, mais le détective bénéficie d'une immunité fonctionnelle et de délais de prescription qui le protègent d'éventuelles sanctions. Par ailleurs, certains procureurs tentent eux aussi à altérer les décisions de justice en cachant les pièces qui pourraient permettre d'innocenter les accusés et obtiennent ainsi des condamnations à de lourdes peines pour des crimes que ces derniers n'ont pas commis. Lorsque l'existence de ces preuves est mise en évidence, voire que la duplicité des procureurs est établie, plutôt que d'engager des procès en révision, ils tentent alors de faire signer aux personnes concernées un document dans lequel elles reconnaissent leur culpabilité en échange de leur libération immédiate. Ce qui, si elles acceptent cette offre, au demeurant légale dans 47 des 50 États, signifie une trace indélébile sur leur casier judiciaire avec de graves conséquences pour le reste de leur vie sociale, professionnelle et même citoyenne, puisque le droit de vote leur est généralement retiré, au moins provisoirement, mais elle implique aussi la non-reconnaissance de la responsabilité des magistrats dans l'erreur commise. Il n'existe qu'un cas connu aux États-Unis de condamnation d'un procureur qui avait escamoté une preuve décisive lors d'un procès d'un homme pour le meurtre de son épouse et qui a reçu une peine symbolique de 10 jours d'emprisonnement. Le mari innocent ayant, lui, passé 25 années derrière les barreaux. Le déni de justice peut aller plus loin encore, puisque lorsqu'une personne condamnée peut faire état de nouveaux éléments, soit en termes de preuves, soit en termes de jurisprudence, qui l'innocente, son procès n'est pas révisé. Et elle reste en prison jusqu'au terme de sa peine si elle avait déjà usé une fois de la requête d'habeas corpus. Ainsi en a décidé la Cour suprême conservatrice le 22 juin 2023 dans le cas d'un homme condamné à 27 ans d'emprisonnement pour port d'armes illégales qui demandait, au bout de 2 décennies d'incarcération, la révision de son procès dans la mesure où la cause d'illégalité du port d'armes, dans son cas, à savoir d'avoir eu une condamnation antérieure pour une affaire de drogue, avait été invalidée dans un autre cas décidé par cette même Cour suprême. Sa sollicitation fut rejetée, conduisant 3 des 9 juges, celle que l'on qualifie généralement de libérale, progressiste, à rédiger 2 opinions dissidentes pour exprimer leur inquiétude concernant les limitations pour des personnes n'ayant pas commis le crime dont on les accuse de faire valoir leur innocence dans l'avenir. Ainsi, loin d'être le simple fait de circonstances malheureuses ou de fautes individuelles, la condamnation de personnes non coupables est en quelque sorte inscrite dans l'appareil judiciaire des États-Unis, qui redouble encore cette injustice en la faisant peser plus particulièrement sur les personnes les plus vulnérables, en raison notamment de leur appartenance aux classes populaires et aux minorités raciales. Plutôt d'ailleurs que de parler de dysfonctionnement, il faudrait considérer que l'on a affaire à la normalisation d'un fonctionnement pernicieux. L'erreur serait pourtant de traiter ce pays, les États-Unis, comme une exception, et il faudrait au contraire s'en servir pour mieux appréhender la manière dont le système pénal produit dans d'autres contextes nationaux de l'injustice. L'emprisonnement sans jugement est également une forme d'injustice puisqu'elle peut être assimilée à un châtiment légal décidé par un magistrat sans qu'il y ait eu condamnation et donc sans que la culpabilité ait été établie. L'expression la plus commune en est la détention provisoire ou pre-trial detention en anglais. Bien qu'on ne dispose pas de cette donnée pour tous les pays, on estime que chaque année, plus de 11 millions de personnes dans le monde entrent ainsi en prison dans l'attente de leur procès, leur nombre à un moment donné étant supérieur à 3 millions. La proportion de personnes détenues dans ce cadre
est particulièrement élevée en Afrique subsaharienne, où elle excède les 2/3 des prisonniers, au Nigeria, au Bénin, au Gabon et en République centrafricaine, mais aussi en Amérique latine, où Haïti, le Venezuela, la Bolivie, le Paraguay atteignent de semblables sommets, en Asie du Sud et du Sud-Est, où l'Inde, le Bangladesh, le Cambodge et les Philippines ont des chiffres similaires. Le législateur français considère qu'il s'agit, je cite, d'une mesure grave, puisque, je cite encore, elle consiste à incarcérer une personne présumée innocente. Comme l'écrit le sociologue Philippe Robert, depuis que l'emprisonnement est devenu, sinon la peine reine, du moins la peine type du droit pénal, il est difficile de persuader que la détention provisoire diffère fondamentalement de la peine d'emprisonnement, qu'elle ne constitue pas, de fait, une peine sans coupable. Fin de citation. Et bien que les textes législatifs prétendent réduire à la fois l'usage et la durée de la détention provisoire, il faut bien reconnaître que cette mesure, loin de régresser au fil du temps, a plutôt eu tendance à augmenter. Dans le droit français notamment, une liste de justifications de la détention provisoire a été établie, mais elle est suffisamment longue pour rendre peu crédible son caractère limitatif supposé. La mesure est en effet censée n'être, forme négative, n'être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Et la liste, donc, conserver les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins, les victimes et leurs familles, interdire une concertation entre l'accusé et ses coauteurs, protéger la personne mise en examen, la maintenir à disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et dans le cas de certains crimes, éviter un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par la gravité de l'infraction. Ce catalogue laisse entrevoir un très large pouvoir d'interprétation du magistrat qui est chargé de décider de cette mesure. En général, il s'agit du juge des libertés et de la détention. Si c'est au cours d'une information judiciaire, ce sera le juge de l'instruction. Et enfin, lors d'une comparution immédiate, ce sont les juges du siège qui ont cette interprétation. Ce pouvoir d'interprétation se manifeste par les fluctuations de la population des prévenus incarcérés qui sont relativement indépendantes de l'évolution générale de la démographie carcérale. Elles sont en effet, ces variations, principalement liées aux orientations du système judiciaire et à l'attitude des juges sous la pression du politique et des médias, notamment dans les suites d'affaires à l'occasion desquelles ils ont été mis en cause pour avoir laissé en liberté, dans l'attente de son procès, un accusé qui commet une infraction pendant cette période. Ainsi, entre 2004 et 2010, alors que le nombre des condamnés détenus connaît une impressionnante augmentation de 38 000 à 46 000 en 6 ans, le nombre de prévenus incarcérés diminue au contraire régulièrement de 22 000 à 15 000. Mais après le meurtre de la jeune Laetitia Perret au début de l'année 2011, qui fait l'objet d'une instrumentalisation politique par le chef de l'État et d'une exploitation sensationnaliste par certains journalistes, bien que l'auteur fût sorti de prison après avoir purgé une peine non criminelle et donc sans lien avec la détention provisoire, c'est la tendance inverse qu'on observe durant toute la décennie suivante. Le nombre de prévenus incarcérés remonte de 15 000 à 21 000, tandis que la progression des condamnés détenus, elle, ralentit relativement en passant de 46 000 à 50 000. Comme me le confiait le vice-président d'un tribunal de grande instance, tribunal judiciaire aujourd'hui, lors de mon enquête en maison d'arrêt, les juges sont très sensibles à ces mises en cause, même lorsqu'elles sont injustifiées. Avec 28,5% de sa population carcérale composée de prévenus, donc de personnes qui n'ont pas eu de procès, la France fait partie des pays européens qui ont recours de manière importante à la détention provisoire. Elle se situe au 8e rang parmi les 27 pays de l'Union européenne, très au-dessus de l'Allemagne, 20,7%, du Portugal, 19,9%, de l'Espagne, 15,6%, mais derrière les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. La moyenne européenne est de 22%, et ce sont donc 100 000 personnes qui, dans l'Union, sont détenues sans avoir été jugées et condamnées, et donc sont présumées innocentes, ce chiffre n'incluant évidemment pas les étrangers retenus dans des centres et dans des camps.
Ces variations importantes dans les taux de détention provisoire, à la fois dans le temps et selon les pays, suggèrent un double rôle du contexte historique, avec une montée du populisme pénal qui tend à faire recourir à la prison même avant le jugement, et de la culture légale, avec une propension plus ou moins grande qui peut ou non favoriser cette mesure. Au-delà de ces variations, un élément semble relativement commun dans la décision par le magistrat d'imposer une détention provisoire. C'est le profil de l'accusé, dont l'évaluation est loin d'être exempte de préjugés, notamment lorsqu'il s'agit d'un homme étranger, d'origine immigrée ou de la communauté du voyage, qui sont a priori suspectés de défaut de garantie de représentation, c'est-à-dire de risque de se soustraire à une convocation du tribunal. Lors du passage en comparution immédiate d'un garçon de 19 ans, français, de famille sénégalaise, accusé d'outrage par trois policiers, sa mère, qui l'élevait seule avec ses 4 frères et sœurs, m'expliqua qu'il était sans cesse harcelé par les forces de l'ordre, qui, lorsqu'elle patrouillait dans la cité d'habitat social où il résidait, lui lançait des provocations injurieuses pour tenter de le faire réagir et qui, à 2 reprises, l'avait mis en garde à vue pour des délits dont on s'était finalement rendu compte qu'ils avaient été commis par d'autres. Au cours de la brève audience, le jeune homme nia avoir insulté ses accusateurs, mais le procès n'alla pas à son terme, car l'un des policiers n'ayant pu se présenter au tribunal ce jour-là, son avocat demanda un renvoi qui fut accepté par la présidente de séance. Cependant, cette dernière, au lieu de reconvoquer le garçon pour la nouvelle date quelques semaines plus tard, décida de le placer en détention provisoire en arguant d'une absence de garantie de représentation. Cette défiance était remarquable dans la mesure où sa mère avait tenu à assister à l'audience pour montrer qu'elle se sentait responsable de son fils. Elle alla même supplier la présidente de le laisser rentrer à la maison, assurant qu'il viendrait au tribunal le jour dit et que d'ici là, il ne causerait pas de trouble. En vain, à la satisfaction des gardiens de la paix qui, au fond de la salle d'audience, étaient venus manifester leur soutien à leurs collègues, le prévenu fut menotté pour être conduit en maison d'arrêt et y attendre son jugement, qui, compte tenu du fait qu'une détention provisoire avait été ordonnée, aboutirait nécessairement à une condamnation, car les magistrats ne se déjugeraient pas et comporteraient au minimum une peine de prison ferme de la durée de cette détention provisoire. En France, la comparution immédiate est devenue la première source de détention provisoire, avec plus de 30 000 mesures prises en 2021, le plus souvent dans l'attente du procès, soit parce que l'interpellation s'est produite en fin de semaine, ne permettant pas le passage au tribunal dans les délais, soit parce qu'un renvoi est demandé par le prévenu ou, comme dans le cas présent, par l'une des parties civiles. S'y ajoutent les 4 200 détentions provisoires dans l'attente de comparution à délai différé, qui est une nouvelle procédure qui permet au parquet de repousser la date du procès en plaçant le prévenu en maison d'arrêt pendant le temps de réunir tous les éléments nécessaires au jugement. Et par ailleurs, il y a bien sûr les procédures traditionnelles d'instruction, ne passe pas par la comparution immédiate donc, qui donnent lieu à 25 000 détentions provisoires qui peuvent être très longues, jusqu'à 4 années dans les affaires de stupéfiants, période donc durant laquelle ces personnes sont enfermées sans avoir été jugées et sans savoir quand elles le seront, étant conduites dans le bureau du juge d'instruction 1, voire 2 fois par an. Compte tenu de la durée de la mesure, ce sont elles qui constituent les effectifs les plus importants des prévenus en prison. La progression de ces placements en maison d'arrêt de prévenus présumés innocents a été spectaculaire au cours de la période très récente, puisqu'on est passé entre 2015 et 2021 de 50 400 à 60 700, soit une augmentation de plus de 20% en seulement 6 ans. Or, dans les maisons d'arrêt, dont les conditions sont bien plus éprouvantes que celles des établissements pénitentiaires où sont détenus des condamnés à des peines longues, les prévenus sont les plus mal lotis des prisonniers, y compris des condamnés à des peines courtes, puisqu'en raison de leur situation, d'être prévenus, de ne pas avoir été jugés, ils ne bénéficient généralement pas de mesures de réinsertion en termes de travail, de stage ou de scolarité, ni d'aide à l'accès aux droits sociaux lorsqu'ils en sont privés, ni de permission de sortir qui pourrait leur permettre de rencontrer un employeur dans l'espoir d'une mise en liberté, ni bien sûr d'un aménagement de leur sortie puisque leur peine n'est pas connue. De plus, conséquence du choc de l'incarcération et de l'anxiété suscitée par la perspective du procès, les prévenus ont un taux de suicide qui est 2 fois plus élevé que les condamnés, en sachant que l'ensemble des détenus se donnent la mort 7 fois plus souvent que la population générale.
Que le taux de suicide soit le double au cours de la détention provisoire par rapport à la détention après condamnation est en réalité un fait qui est observé dans toute l'Europe. Cependant, au sein de l'Union, les prisons françaises sont celles où les prévenus détenus mettent le plus souvent fin à leur jour. 67 des 172 morts, soit 45% des suicides en détention provisoire dans les prisons européennes, s'y produisent. Double peine donc pour ces personnes présumées innocentes qui, d'une part, sont emprisonnées dans l'attente d'un jugement qui peut être rendu au bout de quelques semaines ou plusieurs années, et d'autre part, qu'on soumet aux conditions les plus dures de la vie en prison. De surcroît, s'agissant des comparutions immédiates ou différées, dont l'augmentation est la plus rapide, cette double peine concerne des délits mineurs, typiquement commis par des personnes racisées des classes populaires. Dans la maison d'arrêt où j'ai mené mes recherches, plus de la moitié des détenus étaient sans emploi et plus des 3/4 appartenaient à des minorités ethno-raciales, 8 sur 10 étant des personnes françaises. Aux États-Unis, où l'on compte 480 000 prisonniers en détention préventive, la situation est pire encore. Et ce pour 3 raisons. Premièrement, la mesure est souvent utilisée comme un moyen de pression pour obtenir des plea deals dans le bureau du procureur, impliquant la reconnaissance donc des infractions, même lorsque les personnes ne les ont pas commises, comme on l'a vu. Deuxièmement, les établissements pénitentiaires concernés, généralement des county jails, des prisons de comté, sont surpeuplés avec des dortoirs de plusieurs dizaines de lits et violents tant dans les relations entre détenus qu'avec les surveillants. Troisièmement, la libération éventuelle est déterminée par la possibilité de verser une caution, bail, ce qui fait de cette option une source majeure d'inégalité. L'histoire de Khalif Browder, un adolescent noir de 16 ans du Bronx, qu'a rapporté la journaliste Jennifer Gunneman, est une tragique illustration de cette triple injustice. Arrêté un soir alors qu'il rentrait chez lui avec un camarade et accusé sans preuve ni témoin d'avoir volé un sac, il a été enfermé dans le tristement célèbre établissement pénitentiaire de Rikers à New York. Sa mère n'a pas pu payer la caution de $3 000 exigée pour sa libération. Pendant près de 4 ans, il est donc resté incarcéré. Il a été victime à plusieurs reprises des brutalités des gangs qui sévissaient dans la prison et des agressions punitives des surveillants qui l'ont conduit à passer les 2/3 de son séjour en cellule disciplinaire. Convoqué au tribunal plusieurs dizaines de fois en vain, car il manquait toujours quelque chose ou quelqu'un, une pièce du dossier, le procureur, l'avocat, il n'a cessé de clamer son innocence. Il l'a fait encore lorsqu'on lui a proposé au bout de 3 ans un marché, libération immédiate contre aveu de culpabilité. Sa détention a donc été prolongée. En l'absence de preuves et de témoins, la victime alléguée ayant même disparu, le juge l'a finalement laissé sortir. Sans jamais avoir été jugé, de retour à son domicile, il n'a pu retrouver une vie normale. Hanté par ses souvenirs de la prison, son état psychique s'est progressivement dégradé et il a dû être hospitalisé à 2 reprises en psychiatrie. 2 ans après sa libération, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre. Cette tragédie et le récit qui en a été fait ont conduit la prison de Rikers à supprimer le confinement disciplinaire avant 21 ans. Outre son retentissement sur la santé mentale des personnes auxquelles elle a été infligée, la détention provisoire a des conséquences à la fois sur le devenir pénal et sur la vie socio-professionnelle. Une étude conduite aux États-Unis par 3 économistes des universités de Princeton, Stanford et Harvard sur 420 000 dossiers montre ainsi, premièrement, qu'elle conduit la détention provisoire, qu'elle conduit à une fréquence plus élevée de condamnation, essentiellement en contraignant plus efficacement au plaidé coupable, en particulier pour les petits délits, car la reconnaissance de culpabilité, même infondée, permet la libération. Deuxièmement, qu'elle ne modifie globalement pas le risque de récidive, puisqu'il est évidemment diminué pendant le séjour en prison, mais augmenté après la fin de la peine. Troisièmement, qu'elle impacte négativement les perspectives d'emploi, évaluées 4 ans après la sortie. Et enfin, quatrièmement, qu'elle restreint les possibilités d'indemnité de chômage et d'aide sociale pour ces personnes. Ce constat des effets défavorables de la détention préventive, qui pénalise particulièrement les plus pauvres, puisqu'ils ne sont pas en mesure de payer la caution qui les libérerait dans l'attente du procès, a conduit d'ailleurs la suppression de cette caution en 2017 dans l'État du New Jersey. Avant cette réforme pionnière, qui significativement a été approuvée par 62% des citoyens, il y avait
15 000 personnes dans les prisons de l'État, dont 75% en détention provisoire. Parmi ces dernières, 5 000 n'étaient incarcérées que parce qu'elles n'étaient pas en mesure de payer leur caution. À l'inverse, parmi celles qui avaient pu obtenir leur libération après dépôt de la somme demandée, pouvaient se trouver des auteurs d'infractions graves qui n'étaient cependant soumis à aucune supervision. En même temps qu'il supprimait les cautions, le gouverneur et le législateur mettaient en place un dispositif, le Public Safety Assessment, permettant, donc une évaluation, permettant, sur la base d'un algorithme, de prédire le risque pour la personne de ne pas venir à son procès ou de commettre un nouveau délit avant cette échéance. Autrement dit, la garantie de représentation et la probabilité de récidive. Alors que le nombre de prisonniers en détention provisoire a diminué à la suite de ces mesures de plus de 20%, les résultats de cette réforme qui a servi de modèle à d'autres États engagés dans la même révision de leur politique judiciaire ont été spectaculaires. En 2020, 97% des personnes libérées se sont présentées au tribunal le jour de leur procès et seulement 1,2% d'entre elles avaient commis une infraction sérieuse dans l'attente de ce procès. L'économie réalisée par l'État était d'au moins 68 millions de dollars par an, grâce à cette mesure de suppression de la caution. Deux ombres au tableau, cependant. D'une part, l'algorithme, réputé prédictif de la garantie de représentation et de la probabilité de récidive, n'échappe pas au biais de discrimination socio-raciale en utilisant des critères qui surreprésentent les jeunes hommes noirs des classes populaires et conduisent à ce que la baisse de la population carcérale se fasse sans réduire les inégalités, au point que l'influent Pretrial Justice Institute de Baltimore, qui avait plaidé pour la mise en place de ces algorithmes, considère désormais qu'il faut les abandonner et que 27 universitaires du MIT, de Harvard, de New York, de Columbia, Princeton, Berkeley ont demandé qu'on renonce à utiliser ces instruments pour décider de la détention provisoire. D'autre part, la recrudescence de certains délits ces dernières années, tels les vols de véhicules, que les candidats républicains au poste de député ou de sénateur instrumentalisent pour dénoncer cette réforme, a conduit le gouverneur et la majorité parlementaire démocrate à introduire des critères de plus en plus restrictifs à la libération sans caution. On a donc un double paradoxe. Premièrement, le New Jersey, grâce à une politique ambitieuse de décarcération qui inclut une décriminalisation du cannabis et une libération de prisonniers lors de la pandémie de Covid, est devenu l'État qui, d'un côté, a connu la baisse la plus spectaculaire de sa population écrouée, avec une diminution de moitié en 12 ans, plus spectaculaire des États-Unis, et de l'autre, présente la plus profonde disparité sociale dans ses prisons des 50 États, le taux d'emprisonnement des Noirs y étant 12 fois plus élevé que celui des Blancs. Deuxième paradoxe, la réforme courageuse supprimant les cautions a été réalisée par un gouverneur républicain, en s'appuyant sur un consensus transpartisan et un large soutien des électeurs, mais a commencé à être défaite par un gouverneur démocrate dans un contexte de retour du populisme pénal. La pretrial detention a encore un bel avenir dans le New Jersey. Cette détention provisoire n'est pas censée être un châtiment, bien sûr, c'est ce qu'on pourrait m'objecter. Sa vocation est en principe de s'assurer que le prévenu sera présent à son procès, qu'il ne commettra pas d'infraction d'ici là. Cependant, compte tenu du fait que la prison est la peine par excellence et que la décision d'incarcérer avant tout jugement est largement déterminée par une présomption de culpabilité doublée d'une évaluation négative de la personne accusée, il est difficile de ne pas intégrer la détention provisoire dans l'arsenal punitif des États. En France, du reste, dans le cadre d'informations judiciaires qui durent plusieurs années, incluant des interactions épisodiques avec le procureur, on invoque comme raison de la détention le bon déroulement de l'instruction, comme s'il était nécessaire au magistrat qui l'a conduit de garder le prévenu en prison pendant 3 ans ou 4 ans. En réalité, ainsi que j'ai pu le constater auprès de plusieurs détenus en maison d'arrêt qui attendaient depuis longtemps leur procès en étant maintenus dans l'expectative, faute de savoir quand ils seraient jugés, la détention provisoire était le début du châtiment, ce que la condamnation viendrait valider ultérieurement. Il s'accompagnait du reste d'une série de mesures punitives spécifiquement, comme l'incarcération loin de sa famille, dans le cas des prisonniers politiques basques en particulier,
comme le transport monoté en fourgon, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre aux convocations du procureur, pouvant causer des malaises et des blessures, ou encore comme l'interdiction de contact téléphonique ou physique avec la compagne, alors qu'ils étaient autorisés avec les autres membres de la famille, et bien sûr, les conditions indignes liées à la suroccupation pénitentiaire. Au cours des dernières années, se sont développées des pratiques punitives encore plus en retrait de la définition, celle de la philosophie du droit. Ce sont les détentions administratives. Elles ne concernent pas des personnes accusées d'avoir commis un délit ou un crime, elles ne s'accompagnent donc pas de la perspective d'un procès. On parle en anglais de « indefinite detention without trial », détention sans procès à durée indéfinie. En effet, les individus concernés sont arrêtés, incarcérés, maintenus en captivité pendant des durées illimitées, sans aucune procédure judiciaire à leur encontre. Souvent, ils ignorent la raison pour laquelle ils ont été faits prisonniers, se voient privés du droit d'être défendus. La détention administrative est un acte de souveraineté absolue de la part de l'État qui n'a même pas à rendre compte sur le motif de recours à cette procédure. Elle s'inscrit pour l'essentiel dans une triple logique: lutte contre le terrorisme, neutralisation d'adversaires et contrôle de l'immigration. Chacune de ces logiques obéit à des règles particulières et déploie des modalités spécifiques qui dépendent des pays et des contextes. Mais toutes ont en commun une temporalité singulière, alors que la détention criminelle, celle dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, implique un regard rétrospectif sur des faits répréhensifs supposés commis. La détention administrative, au contraire, suppose un regard prospectif sur une potentialité alléguée d'actes dangereux ou illégaux. Le châtiment infligé n'a pas une vocation rétributive, à savoir punir une infraction supposée, mais préventive, en l'occurrence punir au regard d'un risque invoqué. Ce risque est de nature évidemment très différente selon le profil de la personne emprisonnée. Dans la lutte contre le terrorisme, il s'agit en principe de garantir la sécurité du pays. Dans la neutralisation d'adversaires, il s'agit habituellement de défendre le pouvoir en place. Dans le contrôle de l'immigration, le risque est plus problématique dans la mesure où les étrangers en situation irrégulière et les demandeurs d'asile visés par cette procédure ne présentent en principe aucun danger. C'est à la détention administrative en contexte de guerre, internationale ou civile, que je m'attacherai principalement ici. Elle n'est certes pas nouvelle. Pendant le premier conflit mondial, la France a ouvert en 1914, dans l'ouest et le sud du pays, une soixantaine de dépôts de faveur, c'était l'expression, pour les ressortissants allemands et autrichiens résidant sur son territoire. Et pendant le second conflit mondial, les États-Unis ont enfermé à partir de 1942 plus de 100 000 citoyens japonais ou d'origine japonaise dans 75 camps de concentration, ainsi qu'on les appelait, principalement sur la côte Pacifique, tandis que les Britanniques instituaient par la loi de prévention du terrorisme de 1974 des lieux d'internement pour les membres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Mais la détention administrative a connu un tournant important après les attaques contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Les États-Unis ont alors développé, comme vous le savez, leur War on Terror, la guerre contre le terrorisme, dont le Patriot Act, signé par le président le 26 octobre 2001, est la pierre angulaire légale. La législation prévoit, entre autres, parmi de nombreuses autres mesures répressives, une détention obligatoire et indéfinie sans chef d'accusation ni perspective de procès pour des personnes suspectées de vouloir participer à des actions terroristes ou, plus vaguement, de représenter une menace pour la sécurité du pays. Ces personnes sont en général des étrangers, parfois des citoyens états-uniens, et cette suspicion peut s'appuyer sur le fait qu'une personne a, par exemple, séjourné dans un camp d'entraînement de groupes armés, apporté une aide médicale à leurs blessés ou fourni des fonds pour leurs activités humanitaires, sans qu'il y ait eu de projet d'attaque terroriste, ou du moins sans qu'il y ait d'éléments l'établissant. Du reste, aucune justification n'est nécessaire pour cette détention, aucune activité criminelle n'étant mise en évidence,
ce qui explique qu'elles ne puissent être jugées dans un tribunal. Les personnes concernées sont désignées comme enemy combatant, combattants ennemis, ce qui, de surcroît, ne leur ouvre pas droit à la protection des conventions de Genève pour les prisonniers de guerre. Leur détention dure 90 jours, mais peut être étendue par période de 6 mois sur simple décision de l'Attorney General, c'est-à-dire le ministre de la Justice, toujours sans justification. Le camp de Guantanamo est le plus célèbre des sites mis en place pour les détentions indéfinies d'hommes présumés suspects de lien avec le terrorisme, et il a été choisi en raison de son extraterritorialité, puisqu'il est situé sur un terrain loué par les États-Unis au gouvernement de Cuba depuis 1903, ce qui le met hors d'atteinte des juridictions états-uniennes, tout en permettant l'exercice d'une souveraineté d'exception au-delà des frontières du pays, comme l'écrit le géographe britannique Simon Reed Henry. Environ 780 personnes y ont été emprisonnées. Au début de l'année 2024, il n'en restait plus que 30. La presque totalité d'entre elles avaient été arrêtées et incarcérées au cours de l'année 2002. Les 4 nationalités les plus représentées au fil du temps sont l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Yémen et le Pakistan. Avec 7 détenus, la France est le second pays européen d'origine après la Grande-Bretagne. Presque tous les prisonniers de Guantanamo ont été livrés par des chefs de guerre et des services de police afghans ou pakistanais, sans qu'ils n'aient commis ni délit ni crime, contre des sommes d'argent versées par des agents des États-Unis, comme l'ont affirmé devant les tribunaux militaires nombre de détenus, parmi lesquels des Ouïghours, venus se former au combat pour lutter contre l'oppression chinoise, et comme l'ont d'ailleurs confirmé des membres de la CIA, dont certains transportaient des valises de billets pour les distribuer sur place. Ainsi, les futurs détenus de Guantanamo étaient pour la plupart des étrangers présents notamment en Afghanistan ou au Pakistan, dont certains étaient suspectés d'avoir rejoint les rangs des talibans ou d'Al-Qaïda et qui ont été faits prisonniers par les belligérants, puis vendus à l'armée états-unienne. Une fois dans le camp, ils ont été placés dans des cellules de 2 mètres sur 2 mètres, éclairées de jour comme de nuit, pour leur faire perdre la notion du temps. Ils ont été torturés pendant des mois, voire des années, par des méthodes multiples, allant du waterboarding, suffocation par immersion dans l'eau, à la privation sensorielle par le port de moufles, de masques et de lunettes opaques et de casques soniques, en passant par le maintien de positions douloureuses et l'exposition au froid ou à la chaleur extrême, à quoi s'ajoutent diverses humiliations comme la nudité forcée, l'examen de la cavité rectale et l'exposition à des images pornographiques. Finalement, 22 ans après l'ouverture du camp, c'est-à-dire aujourd'hui, des près de 800 détenus qui ont été maintenus, seuls 11 ont fait l'objet d'accusations et un seul a été jugé et condamné. 19 autres restent en détention indéfinie sans aucune perspective de procès. 750 ont été libérés ou transférés au fil des années sans qu'on ait trouvé rien à leur reprocher. Leur détention indéfinie est un renoncement à l'habeas corpus hérité de la Magna Carta anglaise de 1215 qui oblige tout gouvernement à justifier et se justifier devant un magistrat s'il détient une personne. Inscrit dans l'article 1er de la Constitution des États-Unis, il a permis aux défenseurs des droits humains de faire condamner à maintes reprises le gouvernement pour ne pas l'avoir respecté à Guantanamo, sans que ces décisions de justice aient toutefois été suivies d'effet. Encore dispose-t-on de certaines données sur ce qui a eu lieu dans ce camp de Guantanamo, car les États-Unis ont délégué une partie de ce que le sociologue états-unien Everett Hughes appelait « the dirty work », généralement traduit en français par « le sale boulot », c'est-à-dire le confinement et la torture de personnes suspectes de lien avec le terrorisme, à d'autres pays, comme l'Afghanistan, la Thaïlande, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne, où les tortionnaires de la CIA pouvaient conduire leurs activités à l'abri des regards, ou encore, comme l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, dont les services de sécurité pouvaient infliger eux-mêmes aux détenus des traitements inhumains et dégradants sans interférence des conventions internationales. Ces prisons secrètes étaient appelées les Black Sites, sites noirs. La détention indéfinie est également une pratique punitive ordinaire de l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens, non pas pour ce qu'ils auraient commis un quelconque acte répréhensible, mais pour ce qu'ils pourraient en commettre un, l'incertitude à la fois sur la commission de l'acte et sur sa date potentielle conduisant à leur incarcération sans limite de durée.
La mesure a d'abord été utilisée en 1967, au lendemain de la guerre des 6 jours, sur la base des règles de défense édictées en 1945 sous le mandat britannique, puis a fait l'objet d'une intégration dans le dispositif répressif israélien défini dans une série d'ordonnances et de décrets émis par le pouvoir exécutif à partir de 1970. La décision de l'incarcération d'une personne dépend seulement de l'avis du commandant de la région militaire, sans qu'aucune preuve de la nécessité de cette décision ne doive être apportée, et le renouvellement se fait par période de 6 mois, sans limite dans le temps. Le 30 septembre 2023, donc à la veille du 7 octobre, le nombre de Palestiniens en détention administrative, dont 100 que pèsent sur eux de charge, était de 1310 personnes, soit le plus élevé depuis 2008. À cette date, on en comptait de plus 1117 en détention provisoire et 2222 accomplissant une peine, ainsi que 932 incarcérés pour séjour illégal en Israël et 115 détenus sans précision de statut. Au total, c'était donc près de 6000 Palestiniens qui se trouvaient dans les prisons israéliennes. Bien que l'argument servant à justifier la détention administrative soit officiellement la protection de la sécurité d'Israël, il s'avère qu'il existe une autre raison d'emprisonner sans procédure juridique des personnes étrangères, c'est s'en servir comme ce qu'on appelle bargaining chips, c'est-à-dire monnaie d'échange, pour obtenir la libération de prisonniers israéliens. Comme l'a analysé l'avocat israélien Eitan Barak, cette pratique contraire au droit international a été pourtant validée en 1998 par la Cour suprême israélienne dans le cas de 21 Libanais qui avaient été capturés dans leur pays et placés en détention indéfinie, 11 d'entre eux ayant achevé une décennie plus tôt leur peine pour des délits mineurs et les 10 autres ayant été maintenus au secret sans jamais avoir fait l'objet de jugement ou même d'accusation. Il s'agissait pour le gouvernement israélien d'utiliser ces 21 détenus qui ne présentaient pas de risque relatif à la sécurité nationale pour obtenir la libération d'un pilote d'avion de chasse fait prisonnier lors d'une attaque en territoire libanais contre des membres de l'Organisation de libération de Palestine. Autrement dit, l'échange juridiquement asymétrique impliquait d'un côté un prisonnier de guerre, statut légal reconnu dans le droit des conflits armés, et de l'autre des otages enlevés dans leur pays, pratique condamnée, elle, par les Nations Unies. Cette affaire, longtemps tenue secrète, mais révélée par la saisine de la Cour suprême israélienne, montre que de manière désormais légale, les détenus administratifs peuvent aussi être des otages destinés à servir dans des tractations avec l'ennemi. Du reste, les dépouilles mortelles des Palestiniens tués par l'armée israélienne ou décédés dans les prisons israéliennes ont depuis le milieu des années 2000 eu le même usage. Elles sont conservées à la morgue de l'Institut de médecine légale de Tel Aviv, ce que l'anthropologue Stéphanie Laté-Abdallah qualifie de détention post-mortem. Cette pratique montre que ce ne sont pas des sujets de droit, mais des corps, vivants ou morts, qui sont pris en otage. Cette fonction a pris, comme on le sait, une ampleur considérable après les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023. L'organisation palestinienne elle-même a capturé 240 otages israéliens ce jour-là pour s'en servir comme monnaie d'échange, tandis qu'en retour, dans les semaines suivantes, l'armée israélienne a multiplié les arrestations arbitraires d'hommes, de femmes, d'adolescents palestiniens en Cisjordanie occupée et dans Gaza bombardée pour servir de contrepartie dans les négociations avec le Hamas. Un point commun avec les détentions administratives des États-Unis dont j'ai parlé avant, c'est la normalisation de la torture et de l'humiliation des prisonniers, dont la grande majorité sont des personnes prises au hasard lors d'incursions militaires, comme l'ont révélé diverses enquêtes indépendantes. On les fait se déshabiller, s'agenouiller dans la rue, et plus tard, on relâche ceux qu'on libère simplement vêtus d'une couche, dans les prisons et les camps que les membres du Comité international de la Croix-Rouge ont été interdits de visiter, et dans lesquels les avocats ne peuvent entrer pour rencontrer les détenus. Les conditions sont drastiques, la surpopulation extrême, l'exposition forcée de la nudité habituelle, les violences physiques et les insultes racistes fréquentes. Plusieurs dizaines de prisonniers sont morts après avoir été brutalisés, dont récemment le chef du service d'orthopédie de l'hôpital Al-Shifa. Il y a eu aussi des morts parmi les otages israéliens, notamment lors des bombardements de leur armée, et certains otages ont rapporté également des violences. La détention administrative est en fait pratiquée dans de nombreux pays du monde. Et si je me suis attaché au cas des États-Unis et plus rapidement à celui d'Israël, c'est qu'ils sont les mieux étudiés, sont considérés comme extrêmes et révèlent dans leur excès même les traits fondamentaux de cette pratique qui est à la fois injuste, puisqu'elle affecte des personnes sur lesquelles ne pèse aucune charge et qu'on ne peut donc tenir pour innocentes,
qu'on peut donc tenir pour innocente, est pourtant légale, puisque les États ont développé toutes sortes de dispositifs juridiques pour la rendre telle. Quels sont donc ces traits fondamentaux de la détention administrative illimitée? Premièrement, l'argument de la sécurité nationale est discrétionnaire et arbitraire. Discrétionnaire car il dépend seulement du bon vouloir de quelques chefs militaires et responsables politiques, et arbitraire car il échappe à la fois aux règles de l'état de droit et au contrôle de l'appareil judiciaire. Deuxièmement, il bouleverse les enjeux internationaux de souveraineté de deux manières. D'abord en violant la souveraineté de pays indépendants par des enlèvements qui sont faits sur leur territoire. Ensuite, en instituant des zones de souveraineté d'exception pour y réaliser ces programmes dans le secret. Troisièmement, il masque potentiellement d'autres logiques qui n'ont rien à voir avec d'éventuels risques pour le pays, telle l'utilisation de la détention administrative comme monnaie d'échange en vue de libération d'otages. Quatrièmement, enfin, il autorise la normalisation de pratiques cruelles que le droit international qualifie de traitements inhumains et dégradants. Ces quatre caractéristiques concernent donc des personnes innocentes dont le châtiment injuste mais légal est d'une durée indéfinie qui peut devenir infinie, c'est-à-dire jusqu'à la mort de la personne. La pratique de la détention administrative n'infecte pas seulement des ennemis en temps de guerre. Elle est également mise en œuvre à l'encontre des personnes que l'on considère comme des ennemis de l'intérieur. Ce peuvent être des adversaires politiques, des organisations de droits humains, par exemple en Russie, ou encore que le gouvernement ait dans sa lutte contre les opposants une préférence pour la forme procès, quitte à utiliser des artifices tels que des accusations infondées, des témoignages fallacieux, des aveux forcés, des huis clos, pour traiter les affaires dans le secret. Ce peut être un groupe social, notamment en Chine, où la répression des membres du mouvement religieux Falun Gong et plus récemment des populations ouïghours du Xinjiang consiste en une rééducation par le travail dont la forme traditionnelle mise en œuvre dans les camps Laojiao a été officiellement abolie et remplacée par un dispositif séparé, intensifiant la rééducation en vue de l'assimilation à la nation chinoise et développant le travail dans le cadre d'entreprises privées. Le Myanmar, l'Inde, la Syrie et l'Égypte sont d'autres exemples de pays pratiquant l'incarcération en dehors de toute procédure criminelle de présumés ennemis de l'intérieur. Il s'agit, on le voit, de régimes autoritaires, voire autocratiques. Mais au cours des dernières décennies, la détention administrative a été déployée à une plus grande échelle, bien plus grande échelle, notamment dans les pays réputés démocratiques, à l'encontre d'une catégorie particulière de personnes, les exilés, y compris lorsqu'ils sont demandeurs d'asile. Cette modalité d'emprisonnement de personnes non seulement innocentes, mais pour une portion importante d'entre elles victimes de persécutions et de violences, je ne fais ici que l'évoquer, car je l'ai longuement analysé l'an dernier en m'attachant particulièrement à deux pays qui ont joué un rôle pionnier dans ce que le directeur du Global Detention Project, Michael Flynn, décrit comme un phénomène de diffusion planétaire. Il s'agit de l'Australie, qui a mis en œuvre un dispositif de confinement des candidats au statut de réfugiés dans des camps insalubres sur des îles situées à plusieurs milliers de kilomètres du pays, et des États-Unis, où l'on enferme dans des centres aux conditions drastiques et indignes hommes, femmes et enfants en quête de protection. Il s'agit dans les deux cas d'indefinite detention, de détention indéfinie. Mais la détention administrative des étrangers est devenue un fait ubiquitaire, de la Turquie au Mexique, de la Mauritanie à l'Afrique du Sud, et bien sûr dans toute l'Europe, à commencer par la France qui continue à construire et ouvrir des centres dits de rétention administrative. Bien que l'incarcération extrajudiciaire des étrangers en situation supposée irrégulière, supposée car dans nombre de cas, le juge, s'il est saisi, met en cause cette qualification, notamment lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile ou de parents d'enfants français qu'on enferme ainsi. Cette incarcération donc, ne relève pas en principe d'une pratique punitive, mais elle l'est pourtant subjectivement dans l'expérience des personnes détenues et objectivement dans les modalités mêmes de leur détention, tant par l'architecture des lieux que par l'exercice de la surveillance qui est faite par des forces de l'ordre. Ainsi, la population la plus massivement touchée dans le monde par la détention administrative est celle
des personnes exilées auxquelles n'est reproché que leur indésirabilité. Je vous remercie.